J'ai déjà oublié depuis combien de temps nous sommes à la recherche de la Terre promise. J'en viens à me demander si elle existe encore. Combien de dimensions parallèles devrons-nous encore visiter avant de l'atteindre? Et à quel point ce voyage va-t-il me changer? Combien de temps vais-je encore supporter ça? J'adore cette chanson. Je crois pas que ce soit un amour réciproque. Pourquoi tu fais la tronche? T'aimes pas la dimension des karaokés? Tu m'en veux encore pour ça? Comment j'étais censé savoir que les voyages entre les dimensions pouvaient affecter la coloration des cheveux? Et le rouge te va très bien en plus. Si j'ai accepté de voyager avec toi, c'est pas pour faire des karaokés. T'aimes pas le karaoké? C'est pas la question. Alors on peut faire Grise en duo? C'est hors de question. Il te manque pas juste les pouvoirs, t'as aucun sens du fun aussi. Quand est-ce qu'on arrive dans la dimension des Mary Jane Watson? Pas trop fort! Rappelle-toi ce que Peter Parker a dit. Il y a d'autres versions de nous qui veulent nous empêcher de progresser. Et je suis sûr qu'ils nous écoutent en ce moment. Et bah tant pis, j'abandonne. Ramène-moi juste dans ma dimension. J'en ai marre. Je veux reprendre ma vie. Et oublier les millions de Mary Jane Watson qui courent nues dans les champs? Je croyais qu'il fallait pas le dire à haute voix. Tu veux vraiment rentrer chez toi? Ouais, ça a assez duré. 3 opus, c'est suffisant. C'est très vrai. Bon, comme tu veux. Accroche-toi! Attends, Ça pouvait attendre 2 secondes. Oui, bah désolé, voilà, au moins t'es chez toi. Par contre, c'est pas chez moi, là. Comment ça? Ta dimension, c'est pas la 1619 SP46. Et qu'est-ce que j'en sais? C'est pas moi qui voyage dans le multivers. Ce soir, je dirais que c'est plutôt moi qui ai bu des multivers. Non? Vraiment aucun sens du fun. T'es sûr que t'es un Peter Parker? Est-ce qu'au moins tu sais comment m'emmener chez moi? Parce que c'est clairement pas ici. Ouais, non, là c'est chez moi les gars. T'étais là depuis qu'on est arrivé? Ouais. Et t'as pas fait de bruit? Non, je suis trop cool pour être surpris. Oh non, c'est un hipster Parker. Un quoi? Tu vois, il y a des Peter Parker comme toi et moi qui sommes des victimes jusqu'à ce qu'on obtienne des pouvoirs. Mais moi j'ai pas obtenu de pouvoir. Exactement. Sauf qu'il y a aussi des Peter Parker qui font du skate et qui sont populaires, et ça me dégoûte. Et franchement pas cool gros. Tu me dégoûtes, tu mérites pas d'être un Spider-Man. J'ai fait mes lance-toiles moi-même quand même, c'est pas rien quoi. Des lance-toiles? Bah ouais, sinon comment je lance de la toile? Ah, mais je croyais que ça sortait directement de... Ok, on n'est pas obligé de parler d'où sort la toile des gens, c'est très privé comme information. Ah, et après c'est moi qui te dégoûte gros. Je refuse d'être jugé par toi. Et juger les autres c'est pas cool tu sais. Parce que quand on a les moyens d'accomplir quelque chose à l'aide de nos capacités, on est contraint par obligation morale de les... Tu peux pas juste dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est si compliqué pour toi de dire ces mots. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas ton film. Ouais, c'est ton avis gros, je le respecte. Son film? Attends, il y a eu un 4e film sur nous? Non, rien à voir, il y a eu un reboot et je ne veux pas en parler. C'est quoi un reboot? Je ne dirai rien. T'es sûr de toi, mec? T'as une veine du front qui est sur le point d'éclater. Bordel, ok, il faut que ça sorte. Bah voilà, ouvre tes chakras. Je te hais au plus haut point. Si aujourd'hui Spider-Man 3 est entré au panthéon des mauvais films de super-héros avec Elektra et Catwoman, il faut se rappeler qu'à sa sortie, en 2007, il avait fait un carton au box-office. Comme Michael Bay l'a prouvé à de multiples reprises, ce ne sont pas les critiques qui font le succès d'un film, mais bien les billets. Et donc, une suite était prévue, avec Sam Raimi à la réalisation et Tobey Maguire qui reprendrait son rôle de Spider-Man face aux vautours. Malheureusement, les différends entre les producteurs et Raimi, qui avaient causé les nombreux problèmes de son 3e opus, avaient déjà trop entaché leur relation. Le projet d'un Spider-Man 4 tombe à l'eau définitivement en 2010 et c'est la fin de l'aventure pour Raimi et Maguire. Le problème pour Sony, c'est que leurs droits d'exploitation sur le personnage de Spider-Man sont soumis à une clause d'usage. Si trop d'années s'écoulent sans qu'ils ne sortent un film avec le personnage au cinéma, les droits retournent à Marvel. Il faut donc à tout prix sortir un film le plus vite possible, en repartant de zéro. Les producteurs décident de ne pas reprendre le projet abandonné de Spider-Man 4, mais de recommencer depuis le début en modernisant le personnage de Peter Parker
et son origin story. Ils partent donc sur un reboot, c'est-à-dire relancer la franchise en faisant table rase des opus précédents. The Amazing Spider-Man explorera donc le passé de Peter Parker et notamment l'histoire de ses parents. Il lui fera rencontrer Gwen Stacy plutôt que Mary Jane, il aura des lance-toiles comme dans les comics, mais surtout le film suivra la trace de la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, qui a changé la face des adaptations de super-héros au cinéma. Plus de kitsch, plus de couleurs saturées, plus de personnages hauts en couleur, Spider-Man patrouille de nuit dans des rues sombres et est pourchassé par la police. C'est l'acteur britannique Andrew Garfield qui sera choisi pour interpréter le tisseur, et le réalisateur Mark Webb, alors couronné du succès de 500 jours ensemble, sa déconstruction réaliste des clichés de comédie romantique. Le choix parfait pour un Spider-Man plus crédible et ancré dans la réalité. Sauf que 2 ans pour faire un film, c'est peu. D'autant plus pour un reboot d'une franchise initiée 10 ans plus tôt qui doit raconter une histoire similaire tout en se démarquant suffisamment. Tant et si bien que quand Garfield tourne ses premières scènes, le script est loin d'être terminé et subira de nombreuses réécritures tout au long du tournage. Pour lui, l'expérience est plutôt déroutante. Et si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo de la chaîne de Paul dont vous trouverez le lien dans la description. Malgré tout, le film sort en juillet 2012 et remportera 758 millions de dollars au box-office pour un budget d'environ 230 millions. Et depuis, tous les fans sont d'accord pour dire que tous les films de la franchise se valent et il n'y a absolument aucun débat à ce sujet sur les internets. C'est pas un peu contre-productif d'utiliser un ton sarcastique pour faire du sarcasme? Ok. Depuis, tous les fans se foutent sur la gueule pour savoir quelle adaptation est la meilleure et laquelle est un méchant virus de Satan. Oh, j'adore Bill Wurtz! Je t'interdis d'avoir mes refs. Mais donc, si j'ai bien suivi, ce reboot il est sorti 10 ans après le premier film. Félicitations, tu sais additionner. Et le premier film, tu l'as vu quand t'avais 8 ans. Fais gaffe où tu vas avec cette logique. Ce qui était exactement l'âge des gens qui sont nés 2 ans plus tard et qui était la génération visée par ce reboot. Oui voilà, c'est un film débile pour des enfants finis à la pisse. Au moins, moi j'ai pas des effets spéciaux finis à la merde. Ok, on peut prendre 2 secondes et se demander si vous êtes pas tous les deux biaisés par quel film Spider-Man était celui de votre enfance? Je vais t'entoiler le cul. Chiche! Tu vois bien qu'il y a un problème avec cette génération. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'as pas vu The Amazing Spider-Man? Je suis allé le voir au ciné à sa sortie en 2012 et c'est tout. Donc il y a presque 10 ans. Putain, je suis vieux. Putain, t'es vieux? Comment oses-tu? Ok, alors je te propose de le regarder maintenant à tête reposée. T'as eu le temps de faire le deuil de la trilogie originale, tu vas pouvoir le regarder à froid et avoir un avis plus réfléchi. Mais j'ai pas envie de réfléchir, j'aime bien détester ce film sans raison. Et il est hors de question qu'on le regarde à... C'était trop bien. Non mais c'est pas possible, on n'a pas vu le même film. Allez, maintenant tu donnes ton avis. C'est de la merde. Tu donnes ton avis argumenté et tu commences par les points positifs. Je ferais beaucoup plus de vues si je crachais juste dessus. C'est à ça que servent les miniatures et les titres à guicheurs, gros. Bon alors non, tout n'est pas à jeter dans The Amazing Spider-Man. Pour commencer, l'évidence, c'est Andrew Garfield. Un excellent acteur qui interprète parfaitement Spider-Man. Face à lui, Emma Stone est également brillante et l'alchimie entre les deux personnages est évidente, d'autant plus quand on sait qu'elle avait donné naissance à une idylle entre les deux acteurs sur le plateau. Et comme pour la trilogie Raimi, le parti pris c'est que les films Spider-Man tournent avant tout autour d'une histoire d'amour. Peter et Gwen sont au centre du récit et ils fonctionnent. C'est aussi un film qui a le mérite d'employer énormément d'effets pratiques plutôt que numériques. Et si l'un n'est pas implicitement meilleur que l'autre, il n'empêche qu'un film a tendance à profiter d'effets qui sont pensés en amont du tournage plutôt que de la philosophie du « bon les effets spéciaux corrigeront ça ». D'ailleurs j'apprécie beaucoup le fait que Garfield ait été très impliqué dans les cascades, les réalisant lui-même ou restant sur le plateau lors des scènes de ses doublures pour mieux fusionner leurs performances respectives. Visuellement, c'est un film de réalisateur, comme ceux de la trilogie Raimi. Il y a des partis pris très intéressants et des scènes d'action très lisibles. Par contre, je n'explique pas ce choix de toujours couper le haut de la tête de Garfield. Je vous jure, une fois que vous l'avez remarqué, 2 plans sur 3, le cadre coupe ses cheveux. Et genre, c'est que lui. Au niveau du ton, le film se démarque clairement de la trilogie Raimi. C'est plus sérieux tout en ayant un humour qui fonctionne mieux. Spider-Man est bien plus ancré dans la réalité que dans l'imagerie des comics. Ensuite, il y a des choix qui ont été faits que l'on aime ou non, mais qui fonctionnent. Par exemple, je n'aime pas cette version de Peter Parker, beaucoup plus cool, qui fait du skate, qui n'est pas la victime mais celui qui vient à son aide. Ce n'est pas le personnage auquel je m'identifie. Mais c'est un parti pris, et le film s'y tient. L'interprétation de Garfield supporte ce choix, et ça a le mérite d'explorer une autre facette d'un personnage qui a connu de nombreuses évolutions depuis les années 60. Spider-Man est plus facétieux, il sort plus de blagues que dans la trilogie précédente. Et Gwen ne joue pas le rôle de la demoiselle en détresse qu'il faut sauver à la fin du film, contrairement à Mary Jane, ce qui en fait plus un personnage qu'un outil narratif. En soi, le film n'est pas une mauvaise expérience de visionnage du tout, j'ai même plutôt passé un bon moment devant. Ah bah tu vois.
Mais, évidemment, il y a un mais. Mais vous noterez que j'ai pas parlé de l'intrigue du film, et pour une très bonne raison. Elle est très bien l'intrigue. Bah oui, il y a 2-3 ficelles et c'est bancal par moment, mais pas plus que la trilogie précédente. Alors oui, il y a ces problèmes-là, sans doute liés à la réécriture du script jusqu'au dernier moment, mais je peux très bien aimer un film dont l'histoire est un peu incohérente et remplie de facilité. Je suis plutôt bon public en règle générale. En même temps, pour aimer la trilogie Rémi... Mais il y a un point qui m'a toujours dérangé dans ce film, et il a fallu que je le revoie à tête reposée pour le comprendre. De rien. Je t'ai pas remercié. Oui. En plus, t'as pas de pouvoir. Mais sérieux, ce qui fait que pour moi The Amazing Spider-Man est un film complètement oubliable, c'est qu'il ne raconte rien. On va parler du fait que je me fais constamment clasher gratuitement? Non, on va parler de la confusion thématique du film. J'ai beau ne pas être fan des critiques comparatives, j'aimerais revenir sur un point crucial de la trilogie Rémi. La thématique de chaque film. C'est toujours la même, c'est facile, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est le cœur du personnage de Spider-Man, ça l'a toujours été. Mais un thème, ça ne vaut rien si ça ne supporte pas un propos. Si je fais un film sur le thème de la choucroute par exemple, eh bien je peux développer le propos que la choucroute, c'est pas très bon. Moi j'adore la choucroute. Tu vis juste en opposition à toutes mes valeurs, c'est ça? Dans Spider-Man 1, le propos c'est comment accepter le grand pouvoir qui vient avec les grandes responsabilités. Il est établi dans le premier acte quand Peter utilise ses pouvoirs sans responsabilité et cause la mort de l'oncle Ben, et résolu dans le troisième quand il décide de rejeter Mary Jane pour la protéger. Dans Spider-Man 2, le propos c'est comment vivre avec de grandes responsabilités. Il est établi avec Peter qui perd son emploi, rate ses études et ruine ses relations à cause de ses responsabilités, et résolu quand il réalise que ce qu'il gagne en abandonnant ses responsabilités n'est rien comparé à ce qu'il risque de perdre en rejetant ses grands pouvoirs. Dans Spider-Man 3, le propos c'est « Peut-on abuser de ses grands pouvoirs ?» Il est établi avec Peter qui ignore les malheurs de MJ parce qu'il profite trop de sa notoriété, et résolu quand Harry décide d'utiliser ses grands pouvoirs pour sauver Peter plutôt que pour le tuer. Et puis il y a tout le truc du symbiote qui rend la progression entre ces deux points confus et la conclusion mal amenée, mais ça on en a déjà parlé. Dans The Amazing Spider-Man, le thème est évidemment le grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, peu importe à quel point l'oncle Ben a du mal à synthétiser la phrase. Mais le propos qui suit ce thème, je l'ai pas trouvé. C'est très difficile d'avoir un propos global quand on écrit le film au fur et à mesure qu'on le tourne. Dans le making-of, les producteurs disent que le thème serait le fait d'être incomplet. Pour Peter parce qu'il est orphelin, et pour Connors parce qu'il est... handicapé ? C'est pas ouf ça. Non, mais à l'époque on n'avait pas conscience de tout ça. En 2012. Je veux parler à un avocat. Mais même ce thème ne sert aucun propos. L'histoire avec les parents de Peter n'est pas résolue à la fin du film. La mort de l'oncle Ben mène à une histoire de vengeance plutôt qu'à une histoire de père adoptif. La tante May a un rôle plus qu'anecdotique dans le récit. Quant à Connors, si on analyse sa trajectoire à travers le prisme de ce thème, ça raconte qu'être incomplet nous transforme en monstre. Dans ce cas, pour rattacher ce thème à Peter, on peut faire de la gymnastique mentale. Si on imagine que la mort de l'oncle Ben l'a rendu incomplet, c'est sa quête de vengeance qui le transforme en monstre. Sauf que dans le film, il n'arrête pas sa quête de vengeance avant de devenir un héros. C'est juste un élément qui est mis de côté, et d'une scène à l'autre, Peter décide de sauver des gens sans avoir été mis face à un choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision. Du coup, on doit considérer que son histoire d'amour avec Gwen le rend complet à nouveau? Alors dans ce cas, pourquoi quand il doit la quitter, il ne repart pas dans sa quête de vengeance? Qu'est-ce que ça raconte quand il annonce qu'il va briser sa promesse? Bah déjà, ça confirme que le thème du film, c'est pas les responsabilités. Parce que ça ferait du propos du film, un grand pouvoir implique que t'es pas obligé de respecter tes promesses. Non, mais avec la suite... Oh, pas de spoiler! Et on s'en fout de la suite. Le fait que ce film ait un propos uniquement si on le considère avec sa suite, ça ne change pas le fait que le film en lui-même n'a pas de propos. D'autant plus quand la suite n'était pas du tout écrite au moment de la sortie du premier. En fait, le propos de « être incomplet nous transforme en monstre », à mon avis, il était clair dans la version du film que les producteurs avaient en tête au départ. Mais il a été édulcoré et effacé au cours des processus de réécriture. Parce que vous savez ce qui marcherait très bien avec ce propos? Si Peter avait bel et bien trouvé le meurtrier, et qu'il l'avait tué. S'il était effectivement devenu le monstre en parallèle de Connors. Ce qui aurait été une excellente raison pour que la police le poursuive, une bonne raison pour le séparer de Gwen, et une bonne raison pour qu'il se rachète en sauvant Connors. Et là on va crier que non, Spider-Man ne tue pas! Ben si. Il tue le mec qui a tué l'oncle Ben dans Spider-Man 1. C'est pas impossible de faire ça avec ce personnage, parce que ça a déjà été fait dans le premier film. Sauf que dans le premier film, le récit ne s'attarde pas dessus, ce qui est dommage parce que ça collait plutôt bien au propos d'accepter ses responsabilités. Dans The Amazing Spider-Man, ça collait carrément au propos qu'être incomplet peut nous transformer en monstre. Mais l'histoire de la vengeance de Peter est abandonnée en plein milieu du film. On arrête simplement d'en parler et on se concentre sur le lézard. À ce compte-là, pourquoi ne pas avoir fait du lézard le meurtrier de l'oncle Ben, plutôt qu'un simple voleur dans une épicerie où Peter achetait du chocolat au lait?
justement, ça aurait été si fort que Peter décide d'épargner le lézard à la fin pour offrir un contre-argument et prouver que non, être incomplet ne nous transforme pas en monstre, qu'on a le choix de ce qu'on devient. Même sans aller jusque-là, le lézard aurait pu être responsable de la mort du père de Peter. Dans le film, on sait qu'il travaillait avec lui. Il y avait 1000 façons de connecter tous les ingrédients que l'intrigue nous présente de façon désarticulée et de raconter quelque chose avec. Mais là, non, la disparition des parents de Peter n'est pas explorée après la scène d'intro, parce qu'on s'est dit qu'on pourrait la raconter dans une suite. C'est un autre truc que j'apprécie dans les films de Sam Raimi. Les éléments qui pourraient donner naissance à une suite sont placés à la fin de l'histoire, après le propos, parce que leur priorité c'est de raconter quelque chose dans le film qu'on est en train de regarder. Et pour moi, il y a un constat amer. La priorité de The Amazing Spider-Man, c'est de ressortir un film avant l'expiration des droits. La conséquence, c'est que le film n'a pas été pensé dans son ensemble, et donc qu'il n'a aucun propos. Quand il se tient tout seul du générique d'ouverture à celui de fin, il ne raconte rien. Si, il raconte l'histoire de Peter et Gwen, il y a celle du lézard, il y a le capitaine Stacy qui meurt. Sauf que ça, c'est une intrigue, c'est la forme d'un récit. Mais c'est aussi important d'avoir du fond, même si c'est pour supporter un message simpliste et convenu. Avoir du fond ne veut pas dire être profond. Une histoire sert un propos, aussi bête et méchant soit-il. Sauf que ce film n'en a pas. Sur le papier, c'est un script confus et rapiécé par des producteurs qui passent à côté de la chose la plus importante en narration, raconter quelque chose. Et pourtant t'as dit que tu passais pas un mauvais moment devant. Oui, parce qu'il y a plein de trucs cool. Le costume est sympa, Garfield est génial dans le rôle, les scènes d'action et les effets spéciaux sont très réussis, les musiques de James Horner sont incroyables, mais tout ça n'est au service de rien. Et c'est de cette absence de propos que découlent les incohérences du scénario. Elles ne sont pas des petites erreurs dans un plan bien mené, elles sont les symptômes d'un script malade, d'un script incomplet. Oh non, il vient de faire une Dr House. Tu vois, c'est ça qui me fume dans ton univers, il y a pas les films Spider-Man, mais il y a la série Dr House. Comment ça la série? Gregory House, c'est mon médecin. Le multivers est fascinant. Mais clairement, oui, la conception de ce film est une parfaite démonstration du message qu'il aurait dû raconter. Être incomplet peut nous transformer en monstres. Commencer un tournage sans un script complet parce qu'on doit à tout prix sortir un film, poussé par la pression de producteurs avides et impatients. Découvrir tout d'abord des résultats satisfaisants, puis réaliser le monstre qui est en train de naître. Mais il est déjà trop tard, la machine est lancée, alors on n'a plus le choix. Il faut continuer et aller jusqu'au bout, peu importe ce qu'on perd pour y arriver. Peu importe qu'on laisse des fils narratifs non résolus, ou que les actions de nos personnages n'aient de sens que pour faire continuer l'intrigue. Tout ça pour finir au sol, battu, incapable de compléter notre objectif. Et quand on croit qu'on ne peut pas tomber plus bas, on réalise qu'on est enfermé et qu'on va devoir recommencer le même manège pour la suite. The Amazing Spider-Man n'a peut-être pas été un échec commercial et critique, il a eu un succès au box-office qui lui a permis de s'assurer une suite, et il a une armée de fans qui sont totalement justifiés dans le fait de l'aimer. Il y a plein de trucs appréciables dans ce film. Mais pour moi, c'est un échec narratif, là où par exemple Spider-Man 3 était un échec stylistique, mais narrativement passable. Même s'il racontait mal son histoire, il racontait quelque chose. Là, je suis confronté à un vide thématique qui me laisse profondément indifférent face à The Amazing Spider-Man. Quand je sors du film, je n'emporte aucun message avec moi. Et la force de Spider-Man, à mon sens, c'est sa capacité à porter un message, à explorer un propos. C'est ce qui fait de Into the Spider-Verse et Spider-Man 2 les meilleurs films du personnage. C'est ce qui laisse les Amazing sur le banc de touche. Et autant celui-là est très regardable, autant le deuxième me donne une réaction épidermique rien qu'en mentionnant son existence. Eh ben on devrait le regarder pour que t'aies plus de recul. C'est absolument hors de question. Ça peut pas être si mauvais. Vous n'en avez pas la moindre idée! Oh non, un retournement de situation téléphoné. J'aurais dû m'en douter venant d'un hipster par cœur. On va juste rester immobile jusqu'à ce que le gaz soporifique nous endorme. Ça ne devrait pas prendre plus de 15 secondes, ou peut-être 20! Et donc du coup, on part sur le bouffon vert qui a pris possession du corps de Peter Parker dans cette dimension? Précisément, pas mal, hein? Doc Ock l'a déjà fait. Tu peux parler, Karim Debache au rabais! Oh, alors je peux clairement donner un argument qui prouve que je suis pas un Karim Debache au rabais. Je vais vous forcer à regarder The Amazing Spider-Man 2 dans le prochain épisode! Mais comment se fait-il que le gaz ne nous a pas endormis? Eh bien, je peux clairement donner un argument qui explique que